Dehors, sur l'île, il fait déjà nuit. Et dans le salon, Sex and the City passe sur HBO. Dans cet épisode, on peut voir Carrie Bradshaw marcher seule dans une ruelle de New York, quand tout à coup, un homme surgit avec une arme. Mais ce n'est pas son sac à main qu'il veut. Ce qu'il veut, ce sont ses chaussures. Et Carrie hésite un petit peu, parce qu'elle les a quand même achetées à moitié prix. Là, dans le salon, quelqu'un se met à rire. Un rire bien fort, bien plus fort que la scène en elle-même. Puis un autre, et un autre encore. En quelques secondes, tout le monde rigole. Il y a un homme aux cheveux gris, à côté de lui une femme qui a l'air d'avoir la cinquantaine, deux jeunes femmes sûrement dans la vingtaine, et puis une adolescente de 17 ans. Vu comme ça, la scène pourrait presque paraître normale. Une série, du popcorn, des rires, une soirée qui ressemble à plein d'autres soirées en famille. Mais tout d'un coup, quelque chose change. Le visage de l'homme se ferme. Son regard a complètement changé. Il ne dit rien, il ne sourit plus, il a juste l'air absent. La plus jeune le remarque tout de suite. Elle comprend immédiatement que la pulsion est revenue. Tout d'un coup, la cinquantenaire se tourne vers elle et puis lui glisse quelques mots. Mais en réalité, ce n'est même pas nécessaire. L'adolescente sait déjà ce qu'elle doit faire. Alors elle pose le bol de popcorn, elle se lève et elle marche en direction d'une chambre. L'homme est juste derrière elle, il la suit de près. Ce qu'on pouvait presque prendre pour des vacances familiales prend soudain une teinte beaucoup plus sombre. Parce qu'il ne s'agit pas d'une famille, il s'agit d'un prédateur, de sa complice et d'une enfant piégée. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'affaire Epstein, des Epstein Files, de toutes ces photos, vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines déjà. Alors aujourd'hui, malgré tout, j'ai quand même envie d'en parler, mais différemment. Il existe déjà énormément de vidéos et de documentaires sur l'affaire Epstein. Sur leur système, sur l'argent, sur le pouvoir, sur l'île, sur toutes les protections dont ils ont bénéficié. Mais là, moi ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les victimes. Je trouve qu'on ne parle pas assez de leur trajectoire. Par exemple, comment elles étaient repérées, ce qu'elles vivaient vraiment aux côtés d'Epstein, et surtout, comment on les enfermait dans le silence. Elle pourrait être vous, elle pourrait être moi, et si aujourd'hui j'ai choisi de vous raconter l'histoire de l'une d'entre elles, c'est justement pour ça, pour que vous compreniez à quel point la frontière est plus mince qu'on l'imagine, et à quel point, dans d'autres circonstances, nous aurions toutes pu nous retrouver dans le monde de Jeffrey Epstein. Ce fameux soir dont je viens de vous parler, ils sont 5 dans le salon. Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, 2 jeunes femmes de leur entourage, et puis une adolescente. Cette adolescente, elle s'appelle Virginia Roberts, et quand elle entre dans leur monde, elle n'a que 17 ans. 17 ans, ouais. À cet âge-là, elle est encore mineure. Et surtout, elle est loin d'imaginer que cette rencontre va faire basculer toute sa vie, parce que le cauchemar commence comme un rêve. Le père de Virginia travaille à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago qui est le club privé de Palm Beach de Donald Trump. Et un jour, il rentre à la maison avec une très bonne nouvelle. « Ma petite, je t'ai décroché un petit job dans l'espace vestiaire du spa. » Et c'est là que tout commence. Pour Virginia, qui vient d'un milieu assez modeste, Mar-a-Lago, c'est un autre monde. Partout où elle regarde, il y a des gens fortunés, de l'argent, du luxe, le genre de décor qu'elle n'a jamais connu et qu'elle n'imaginait même pas approcher un jour. À son poste, elle a quand même pas mal de temps libre. Alors, elle lit, surtout des livres sur le massage. Parce que, en travaillant au spa, elle a réalisé que c'était peut-être ce qu'elle devait faire de sa vie. Quand elle voit toutes ces personnes apaisées après leur séance de massage, elle se dit « Waouh, moi aussi j'ai envie d'apporter du bien-être aux autres. » Et puis un jour, alors qu'elle est plongée dans un de ses bouquins, une cliente l'aborde. Elle a les cheveux courts, noirs, c'est une femme très propre sur elle, avec un petit accent assez chic. La femme remarque le titre de son livre et lui pose une question toute simple. « Oh bah, tu aimerais devenir masseuse ?» Virginia ne se méfie pas. D'abord, pourquoi elle se méfierait ? Alors elle répond très honnêtement que oui, ça l'intéresse beaucoup, qu'elle aimerait beaucoup travailler dans ce domaine, et qu'en attendant, elle apprend comme elle le peut. Là, la femme lui dit « Mais tu sais, j'ai un ami qui est assez fortuné, il cherche justement une jeune masseuse. Oh, c'est un poste de rêve, hein. Tu l'accompagneras partout lors de ses voyages d'affaires, dans des hôtels de luxe, tu auras un très bon salaire. Qu'est-ce que tu en penses ?» Pour Virginia, cette vie semble sortie de nulle part. Le courant passe très bien entre elles, alors elle fixe un premier rendez-vous. Ce qui veut dire que le lendemain, Virginia doit se rendre chez cet homme pour un essai. Juste avant de partir, la femme lui donne bien sûr son nom. Au fait, moi c'est Ghislaine Maxwell. L'ado est euphorique, elle y pense
toute la journée. Le soir, elle raconte tout à ses parents. Elle en parle comme une opportunité, un coup de chance, un truc qui se représentera plus jamais dans sa vie. Sans le savoir, Virginia est déjà tombée dans le piège. Parce que dans cette histoire, il n'y a rien qui ressemble vraiment au hasard. Bien avant d'aborder Virginia, Maxwell l'avait déjà repérée. Ce jour-là, elle n'est pas seule dans la voiture. Avec elle, il y a aussi son chauffeur, Juan Alessi. Plus tard, il dira sous serment que Maxwell l'a vue, Virginia, et qu'elle a tout de suite été happée par son apparence. La jeune fille coche toutes les cases. Elle est tout ce qui plaît à Epstein. Jolie, jeune, mince, elle vient d'un milieu assez modeste et surtout, elle est très vulnérable. Tous les prédateurs n'utilisent pas la force. Et Ghislaine Maxwell, elle est très forte pour ça. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle n'a pas besoin d'en faire trop. Elle sait repérer une faille, se montrer rassurante et prendre exactement la place qu'il faut dans l'esprit d'une victime. Pour Virginia, l'appât est un emploi stable, idéalement de masseuse, alors elle lui fait miroiter ce rêve. Nous sommes le lendemain. L'adolescente est maintenant en route jusqu'à la maison de Jeffrey Epstein, au 358 El Brillo Way à Palm Beach, un quartier très très chic. Sur le trajet, Virginia se dit « Ok, j'aurai une seule chance de faire mes preuves. Il faut absolument que je me concentre, que je sois douce, il faut que je décroche ce job. » Ghislaine donne l'image d'une femme élégante, presque rassurante. En tout cas, pas le genre de personne qu'on s'imagine capable de faire du mal. Alors, quand le père et sa fille arrivent devant la villa et qu'elle dit « Oh non, monsieur, inutile d'accompagner votre fille à l'intérieur, vous inquiétez pas, je vais prendre soin d'elle. » Tout le monde obéit. Virginia la suit sans poser de questions, dans les grands couloirs de la maison, à l'étage, et jusqu'à une pièce où se trouve une table de massage, avec dessus un homme allongé. C'est Jeffrey Epstein, et il est complètement nu. En voyant ça, l'adolescente a le souffle coupé. Elle se tend immédiatement, elle est super mal à l'aise. Malgré tout, elle ne dit rien. À ce moment-là, eux sont chez eux, dans leur monde, avec leur argent, leurs règles, leurs pouvoirs. Et en face, il y a cette adolescente qui comprend que quelque chose ne va pas, ça a l'air assez clair, mais qui n'a ni les codes, ni la place, ni la sécurité pour reprendre le contrôle. Comment mettre de l'huile, où poser ses mains, comment appuyer, avec quelle pression. Et finalement, ça a tout l'air d'un cours assez classique. En plus de ça, Ghislaine semble vraiment savoir ce qu'elle fait. Elle lui donne même de très bons conseils. Alors voilà, le temps passe, la partie du dos est terminée, et là, naturellement, Epstein se retourne. Mais il est toujours nu. Et surtout, il a un petit sourire coquin sur le visage. Bizarrement, Ghislaine n'a pas du tout l'air choquée. Elle ne s'offusque pas, elle ne demande pas à Jeffrey de se couvrir devant cet enfant. Elle dit simplement à Virginia « Maintenant, tu vas devoir faire plaisir à Jeffrey. » Que veut dire faire plaisir à Jeffrey ? Instinctivement, l'adolescente l'a deviné. Et là aussi, son instructrice lui donne des directives très claires. Un peu comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et petit à petit, elle la pousse à franchir des limites qui n'auraient jamais dû être franchies. Virginia est mal à l'aise, mais elle obéit. Et en quelques minutes, ce qui devait être un essai pour un travail devient une agression sexuelle. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, face à une agression, le corps ne réagit pas toujours. Tout le monde ne commence pas à se débattre ou bien à crier. Chez beaucoup de victimes, ils se figent. C'est ce qu'on appelle la réponse de sidération ou le freeze. Ce n'est pas un oui et ce n'est évidemment pas du consentement. Tout ça, le duo le sait très bien. C'est pour ça que quand Virginia regarde Ghislaine comme pour lui demander de l'aide, sa seule réaction est de lever les yeux au ciel. L'air de dire « mais tu exagères, tout ça est tout à fait normal ». Calme-toi. Après l'acte, Virginia suit Epstein dans une douche. Et là, elle commence à lui laver les pieds, à sa demande. À l'intérieur, elle décroche complètement. Et pendant ce temps-là, lui, il continue de parler. Ce qui est fou, c'est qu'il lui pose des questions presque banales. Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Tu vas dans quelle école ? Tu prends la pilule ? Et c'est aussi comme ça qu'il brouille complètement ce qui est en train de se passer. L'agresseur se rhabille, sa complice passe à autre chose, et la seule personne sur qui le drame se voit encore, c'est Virginia. Son visage à elle dit tout. Elle se rhabille, Epstein la rappelle, et il lui lance ce qu'il pense être un compliment. « Oh, toi t'es bien, tu es naturel. » Ensuite, il lui tend plusieurs billets de $100. Quand il donne de l'argent à Virginia après l'avoir agressée, ce n'est pas par peur ou par bonté, c'est pour en faire, dans sa tête, une prostituée. Et parce que dans son esprit tordu, on ne peut pas agresser sexuellement une prostituée,
eh bien, il n'a pas agressé sexuellement Virginia. Par ce geste, en fait, il change sa perception de la réalité. Il n'est pas un violeur, il est juste un client qui a acheté un service. De son côté, l'adolescente rentre chez elle dans un taxi payé par Epstein. Elle est complètement dans le brouillard. Ses parents s'attendaient à ce qu'elle leur raconte son expérience extraordinaire, mais elle est très mesurée dans ses propos. Dans sa tête, il y a une seule pensée, prendre une longue douche. Tout ça pour se décrasser. La scène se répète en boucle. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi est-ce que j'ai rien dit? Pourquoi est-ce que j'ai rien fait? Mais au fond, Virginia n'est pas complètement surprise. C'est toujours ce qui arrive quand elle se retrouve seule, en présence d'un homme. Alors le lendemain, elle retourne chez lui. Bah oui, la veille, Epstein lui a dit de revenir. Alors elle revient. Et si elle y retourne, ce n'est pas simplement pour l'argent. C'est aussi parce que, bien avant de croiser sa route, Virginia avait déjà appris à obéir, à se taire et à supporter ce qu'elle n'aurait jamais dû avoir à supporter. Fabriquer une poupée, ça prend pas mal de temps. Il faut découper le tissu, la remplir, ensuite on lui donne une forme, un visage, des cheveux, des habits. Bref, ça ne se fait pas en une seconde, ça prend du temps. Et surtout, ça commence bien avant qu'elle finisse entre les mains de quelqu'un. Pour les victimes d'exploitation sexuelle, c'est souvent pareil. Selon l'ONG de Foundation United, 92% des survivantes et survivants du trafic sexuel auraient subi des violences sexuelles pendant l'enfance. Autrement dit, la maltraitance infantile est le terreau sur lequel fleurit l'exploitation sexuelle. Et pour Virginia, les graines de son calvaire ont été plantées alors qu'elle n'avait que 8 ans. La petite Virginia Roberts grandit à Loxahatchee en Floride. C'est une petite communauté d'un peu plus de 3400 habitants. Les Roberts ne roulent pas sur l'or, les fins de mois sont souvent difficiles. Malgré ça, le quartier est vivant, les enfants ont de l'espace pour courir, pour nager, pour jouer. Et le soir, des proches de la famille passent très souvent pour discuter avec eux sur le porche. Parmi eux, il y a un homme qui revient assez souvent. Il est très proche de son père, il s'appelle Forrest. Un soir, quand Virginia a 8 ans, elle se retrouve seule avec lui. Il propose de lui faire prendre son bain. La fillette se dit que c'est quand même bizarre. Personne, en dehors de ses parents, ne lui a jamais donné le bain auparavant. Son intuition était bonne, car cet homme finira par abuser d'elle. Et bien avant Forrest, Virginia connaît déjà une autre violence. Une violence qui vient de chez elle, celle de son propre père. En apparence, il donne l'image d'un père investi, presque irréprochable, mais en privé, c'est un tout autre homme. Le soir, Virginia est toujours tendue dans son lit. Elle écoute les bruits de la maison, les bruits de pas, du bois qui travaille, le bruit de la poignée qu'on touche, de la porte qui s'ouvre. Elle fait comme si elle dormait. Elle reste immobile en espérant qu'il reparte, mais il ne repart pas. Il entre, il abuse d'elle, et puis il lui fait comprendre qu'elle doit se taire. C'est une situation horrible qui se reproduit à de nombreuses reprises, et elle finit par en parler à sa mère. Malheureusement, elle ne trouve ni protection, ni écoute. L'histoire est carrément relayée au second plan. Tout le monde fait comme s'il ne s'était jamais rien passé. Très tôt, Virginia apprend une leçon horrible. Son corps n'est pas sa propriété. Et à force, quelque chose se casse. Son estime d'elle-même, sa perception de ce qui est normal, et sa capacité à croire qu'elle mérite d'être protégée. Elle n'a plus l'impression de mériter d'exister en tant que personne. Elle se voit juste comme un pion bon à être utilisé, puis jeté. Et son esprit est d'autant plus confus qu'elle est convaincue que son père et Forrest parlent entre eux de ce qu'ils lui font subir. Parce que quand l'un teste une nouvelle pratique, bizarrement, l'autre fait la même chose quelques jours après. Donc voilà, ces deux hommes adultes censés la protéger sont de mèche, et en plus, elle a l'impression qu'elle ne peut même pas faire confiance à sa mère. Bon, après, il faut le dire, Shirley, sa maman, n'a plus toute sa tête. Et ça, c'est à cause des bouteilles d'alcool qu'elle engloutit du matin au soir. Virginia l'a toujours su. En tout cas, elle l'a toujours cru. Sa mère n'est pas méchante, juste brisée. Elle aussi a vécu des choses traumatisantes dont elle ne parle jamais. Et ça se ressent chez la mère qu'elle est devenue. Elle n'est pas violente physiquement, juste complètement absente. De son côté, la petite Jenna continue de souffrir. Les abus qu'elle subit depuis des années lui ont provoqué pas mal d'infections urinaires. Et en plus de ça, à son jeune âge, elle souffre déjà d'incontinence. Parfois, en classe, sa vessie lâche et elle se fait pipi dessus. Alors pour cacher les taches, elle attache des pulls sur ses hanches. Elle prie pour que la laine absorbe les liquides. Malheureusement, la laine ne fait pas disparaître l'odeur. Et Virginia devient le mouton noir de sa classe. À l'école, les autres élèves l'appellent
Girl. En français, la fille au pipi. La petite fille se met donc à croire qu'elle est sale, mais pas juste en surface, intrinsèquement sale, que son corps, sa personne, son esprit sont fondamentalement et irrémédiablement sales. La fillette est vraiment en quête de sens. Et un jour, elle passe devant un centre d'équithérapie. Au loin, il y a des chevaux et elle commence à les observer. La gérante est là, elle l'a remarqué et elle la laisse faire. Et puis d'un coup, Virginia a un déclic. Les animaux, eux, ils ne lui feront jamais de mal. Alors, elle supplie la gérante de lui donner un petit travail, n'importe lequel, juste histoire de pouvoir quitter sa maison quelques heures et passer du temps avec les bêtes. Heureusement, elle accepte. Le centre d'équithérapie devient son sanctuaire. Mais ce n'est toujours pas assez. Alors, à défaut d'avoir un quelconque contrôle sur sa vie, Virginia se met à contrôler sa masse corporelle. Dès l'âge de 10 ans, elle développe de l'anorexie. Les moments où elle compte les calories sont quelques-uns des rares instants où elle a l'impression de décider pour elle-même. D'abord, la faim devient un bandage émotionnel, mais surtout, Virginia se dit que maigrir la rendra peut-être invisible. Elle veut disparaître pour qu'enfin, toutes ces personnes qui l'utilisent arrêtent de regarder dans sa direction. Et à 13 ans, elle essaie une stratégie à laquelle elle n'avait jamais eu le courage de penser. Un jour, alors que toute la famille fait du camping, Virginia et son père se disputent très violemment. Face à ses oncles et à ses tantes, Virginia hurle que le soi-disant tonton Forrest abuse d'elle. Et à la fin de son discours, elle lâche « Quoi ? Tu croyais que tu étais le seul à avoir le droit de me toucher ?» Son père ne nie absolument pas. À la place, il la traite de sale pute, puis de morceau de merde ingrat. Ses tantes et ses oncles ont tout vu, tout entendu, mais ils ne font absolument rien. Le lendemain matin, ils vont lui servir son petit déjeuner en guise de consolation, et à part ça, tout le monde fait comme s'il ne s'était rien passé. Alors voilà, maintenant tout le monde sait, mais visiblement, personne ne veut la défendre. Elle a été façonnée par son histoire pour devenir une proie idéale. En Floride, la vie suit son cours. Et à 15 ans, celle de Virginia se complique encore plus. Pendant un temps, elle vit dans les rues de West Palm Beach, elle a arrêté l'école en 3e et elle va là où le vent la porte. C'est une demoiselle en détresse. Et un jour, celui qu'elle pense être son prince charmant descend de sa limousine pour l'aborder. Décembre 1998. Virginia a 15 ans lorsqu'elle est accostée par un homme à bord d'une voiture de luxe. Il se présente Ron Eppinger, PDG de Perfect Ten, une agence de mannequins d'élite. Son corps mince, ses longs cheveux blonds, ses grands yeux bleus. Est-ce qu'elle a déjà pensé à être mannequin ? Dès le départ, Ron insiste. Elle ne doit pas laisser passer cette chance. Et d'ailleurs, il se rend même chez Virginia pour discuter de vive voix avec sa mère. Il va s'occuper d'elle. Il va faire décoller sa carrière, et pas comme un agent, non, plus que ça. Si elle le veut, il sera son nouveau papa. Et honnêtement, il correspond en tout point à l'image qu'une petite fille se fait de son père. Ron est gentil, il lui offre des cadeaux, il peut l'écouter parler pendant des heures, il lui fait constamment des compliments, il lui dit qu'elle est spéciale, qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle. En fait, il la love bombe avec la puissance d'une dizaine d'ogives nucléaires. Pour vous et moi, c'est sans doute clair comme de l'eau de roche, mais pas pour quelqu'un comme Virginia. Quand on a l'impression de ne rien valoir, chaque miette d'attention semble aussi grosse que le mont Everest. Aux côtés de Ron, Virginia se sent vue, entendue, validée. Pour la première fois, quelqu'un semble voir quelque chose de bien en elle. Et puis, de façon tout à fait inattendue, il lui retourne le cerveau et la met dans son lit. Du jour au lendemain, c'est là que les choses changent. Le gentil papa Ron qui offrait des cadeaux, qui l'écoutait pendant des heures, devient extrêmement violent. Il abuse d'elle, souvent, dès qu'il en a envie, et pendant ces rapports, il s'amuse à l'étrangler, à lui tordre les membres, à la mordre. Ron n'est pas un agent de mannequin. Son vrai gagne-pain, c'est de prostituer des escortes pour 1 000 $ la nuit. Et en parallèle, il travaille dans un lycée où il fait essentiellement du repérage d'ados sans défense. Virginia est séquestrée pendant 6 mois par cet homme qui contrôle ses moindres faits et gestes. Les seuls moments où elle met le nez dehors, c'est quand elle va chez un client. Après 6 mois à l'exploiter, son bourreau décide de la donner à un ami, comme si elle était un meuble ou un vieux jouet. Et c'est là qu'elle a le déclic. Dans sa tête, malgré les abus, une part d'elle pensait encore que Ron tenait à elle. Après tout, son père lui avait fait plus ou moins les mêmes choses. Et un père, c'est quand même censé aimer sa fille, non ? Quand Ron la donne, Virginia se sent tellement trahie qu'elle trouve enfin la force de partir. Plus tard, Ron est arrêté, devinez pourquoi, pour des crimes sexuels commis sur plusieurs élèves du lycée où il travaillait.
qui est surpris. Virginia, elle, retourne vivre chez sa mère. Elle pense qu'à ce stade, le pire est forcément derrière elle. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que les 15 premières années de sa vie n'étaient qu'une préparation pour ce qui l'attendait. À 17 ans, Virginia croise la route de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Et très vite, elle ouvre la porte à un cycle d'abus qui va durer. Le lendemain de la première agression, Virginia revient. Alors techniquement, oui, elle revient d'elle-même, mais dans les faits, parler de choix est assez trompeur. Parce que là, on ne parle pas d'une adolescente libre, solide, en pleine possession de ses moyens. On parle d'une mineure à qui les abus ont déjà appris à obéir, à encaisser, et surtout à confondre attention et affection. Alors Virginia revient, par réflexe, par survie aussi, parce que quand elle pense à l'avenir, elle ne voit pas grand-chose. Pas d'argent, pas de plan solide, pas de vraie sécurité. En face, il y a Epstein et Maxwell qui lui promettent une porte de sortie, un avenir dans le massage, une forme de stabilité. Sauf que cette chance a un prix. Et ce prix, c'est son corps. Très vite, tous les deux se mettent à lui apprendre ce qu'ils attendent d'elle. C'est une vraie formation. Comment avoir l'air à l'aise. Et ils insistent là-dessus, Il faut vraiment montrer qu'on passe un bon moment. Comment répondre aux désirs de l'homme, comment ne pas le contrarier. Et à chaque fois, la leçon se termine de la même manière, par une nouvelle agression avec Epstein au centre de tout. Et après ça, il prend même le temps de lui expliquer sa vision des choses. Biologiquement, il aurait besoin d'au moins 3 orgasmes par jour. C'est essentiel pour lui. Et Virginia, elle, est censée l'aider, parce qu'elle fait désormais partie de son monde, presque de sa famille. Une famille. C'est donc ça. Epstein remarque la docilité de Virginia, et il l'exploite. Environ 2 semaines après leur rencontre, il lui dit « Regarde, tu vois, c'est une photo de ton petit frère. Je sais dans quelle école il va, et bien sûr, je sais où vit ta famille. » Le message est très clair. Si elle parle, son frère pourrait en payer le prix. Et pour enfoncer encore plus la menace, il lui dit qu'il a la police de Palm Beach dans sa poche. Le rapport de force est écrasant. Epstein n'a même pas besoin d'en rajouter. Virginia le croit sur parole. Quelques semaines après leur première rencontre, il lui propose de quitter son travail au spa. Et ça, pour rester avec lui à plein temps. Ils pourront voyager ensemble, loger dans les plus beaux hôtels, et bien sûr, elle sera 100% à son service. Trop cool. Dit comme ça ressemble un peu à une proposition. En réalité, Virginia comprend très bien que ce n'en est pas une. La femme qu'elle avait prise pour une adulte rassurante, presque protectrice, ce n'est pas une simple présence autour d'Epstein. Elle est au cœur du dispositif. Ghislaine Maxwell recrute, elle met en confiance, elle manipule, elle fait aussi le lien entre les victimes et Epstein. Bien sûr, parfois, elle participe elle-même aux abus. Même si elle a autrefois été en couple avec lui, à ce stade, leur relation n'a plus grand-chose de romantique. Ce qui les lie, c'est autre chose. Le pouvoir, l'intérêt, et puis surtout une mécanique commune de prédation. Epstein a besoin d'elle pour ouvrir des portes et lisser son image. Et elle, on peut le dire, a essentiellement besoin de lui pour préserver son train de vie d'héritière fortunée, puisque maintenant, son père est complètement sur la touche. Du point de vue de Virginia, les rôles sont très clairs. Epstein, c'est celui qui abuse d'elle directement, et Maxwell, c'est celle qui veille à ce qu'elle reste disponible, docile, présentable, et surtout qu'elle continue de répondre aux attentes de son bourreau. Il y en a beaucoup d'attentes. Ghislaine fait très attention à son alimentation, pas question de prendre du poids. Et parfois, elle va aussi l'alimenter en anxiolytique ou bien en antidépresseur. En gros, elle s'assure que la machine tourne. Et la prochaine étape, maintenant que cette machine est bien huilée, c'est qu'elle puisse montrer tout ce qu'elle sait faire à d'autres hommes. Un jour, Epstein appelle Virginia. Il lui dit « Viens dans mon bureau, j'ai un truc à te dire. Alors aujourd'hui, je vais t'envoyer chez un ami. Donne-lui tout ce qu'il veut, comme tu le fais avec moi. » Virginia n'est pas d'accord. Servir un homme, c'est déjà difficile, mais être vendu à d'autres hommes, ça c'est non. Mais on ne dit pas non à Epstein. L'ami en question est un homme assez riche. Et à ce moment-là, il séjourne avec sa femme qui est enceinte au Breakers. The Breakers, c'est l'un des hôtels les plus luxueux de Palm Beach. Tout simplement. La mission de Virginia, c'est d'abord de masser la femme, et jusque-là, tout se passe bien, et puis elle rejoint l'homme. Quand elle se retrouve seule avec lui, dans la pénombre, elle espère encore que le massage suffira. Elle prie. Elle va lui faire le meilleur massage possible, mais elle ne veut pas aller plus loin. Malheureusement, le massage ne suffira pas. L'homme en veut plus. Et Virginia obéit. À ce stade, elle est conditionnée, habituée. Elle vit dans une sorte de foutu pour foutu permanent. Et voilà, faisons ce qu'il veut, et pourvu que ça aille le plus vite possible.
Quand on ne sait pas qu'on a le droit de dire non, on ne peut pas le faire. Après l'acte, l'homme lui laisse $100. Cette nuit va marquer un tournant pour Virginia. Tout s'accélère. Epstein et Maxwell commencent à la prêter à d'autres hommes. Parmi eux, un professeur de psychologie dont Epstein finançait les recherches. Il y a aussi plein d'autres hommes très puissants dont Virginia ne connaîtra parfois l'identité que des années plus tard. Parmi les noms aujourd'hui associés à cette affaire, il y a par exemple le prince Andrew. Le prince Andrew qui n'est autre que l'un des fils de la reine Elisabeth II. Virginia l'a rencontré à Londres en mars 2001 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi eu des candidats au poste de gouverneur, un ancien sénateur américain, des universitaires, des scientifiques. Epstein ne craint personne. Il a arrosé tous ceux capables de le faire couler. Et si l'un d'entre eux voulait se rebeller, il pourrait le faire chanter grâce aux petites vidéos et photos qu'il a d'eux. Lui se voit presque comme un collectionneur. Il collectionne les œuvres d'art, les objets rares, les gens puissants autour de lui, et puis aussi les photos de ses filles. Il les faisait photographier nues, et puis il conservait certains clichés dans une pièce de la maison. Un soir de janvier 2001, c'est au tour de Virginia de devenir l'une de ses images. Ghislaine lui dit « Ma chérie, c'est bientôt l'anniversaire d'Epstein. Alors, s'il te plaît, tu vas lui faire un petit cadeau, tu vas poser nue près de la piscine. » Elle met beaucoup de cœur dans cette séance photo. Elle replace les cheveux de Virginia, elle corrige sa posture, lui demande de se mettre comme ci ou bien comme ça. Et avant chaque photo, elle lâche « Ah, c'est parfait, oh là, tu es magnifique !» Mais Virginia, elle, ne se sent ni magnifique, ni parfaite. Quand elle voit sa photo sur ce mur, au milieu d'autres jeunes filles, elle ne se sent pas du tout spéciale. Elle se sent juste vide, interchangeable, comme un objet de plus, comme une poupée. Et à ce moment-là, elle est persuadée que sa vie va rester comme ça. Sauf qu'après 2 ans d'exploitation, Epstein et Maxwell vont lui faire une proposition qui va tout remettre en question. Été 2002. Le petit groupe est dans les îles Vierges, sur un bateau. Oh, magnifique, paysage incroyable. Après une session de snorkeling, Epstein, Maxwell et Virginia s'installent à l'ombre. Ils sèchent, boivent un petit verre, et pendant quelques minutes, tout semble presque normal. Encore une fois, de l'extérieur, ils ont l'air d'une petite famille. Et d'ailleurs, parfois pour s'amuser, ils présentent Virginia comme leur fille. Ça leur arrive souvent. Et puis, Epstein fait quelque chose d'inhabituel. Il pose la main sur le dos de Virginia. Ce n'est pas grand-chose, mais justement, venant de lui, ça surprend, parce que ce n'est pas du tout un tendre. Et la suite va encore plus vous surprendre. Le couple leur explique. Écoute, nous, on aimerait vraiment beaucoup avoir un enfant. Et on voudrait vraiment que ce soit toi qui le porte. Ils essaient immédiatement de rendre l'idée acceptable. Virginia n'aurait rien à gérer, il y aurait des nounous, elle pourrait avoir une maison, elle serait payée tous les mois. La seule condition, c'est qu'une fois l'enfant né, elle leur abandonne complètement tous ses droits parentaux. Virginia vient juste de sortir de l'eau, le soleil lui tape sur la tête et franchement, en entendant cette proposition, elle ne sait pas quoi répondre. Pendant 2 ans, ils l'ont complètement réduite à son corps pour leur propre plaisir. Et maintenant, pour la reproduction. Là, elle dit « Waouh, ok, c'est une demande très importante, j'ai besoin d'un petit peu de temps. » Le soir, elle tourne dans sa chambre, elle se dit « Ok, comment je fais ? Comment je me sors de cette situation ?» Et quand elle revient vers eux, elle a une contre-proposition. Elle accepte, mais à une seule condition, qu'ils tiennent enfin la promesse faite depuis le début, celle de lui payer une vraie formation de massage. Et d'ailleurs, elle a déjà elle-même repéré une école à Chiang Mai, en Thaïlande. Contre toute attente, Epstein accepte. Nous sommes en septembre 2002. Virginia a fait ses petits bagages, elle part pour la Thaïlande afin de suivre cette fameuse formation. Et quelle formation, C'est très intense. Tous les jours, elle apprend à masser, elle se fait aussi masser, parce qu'ils pratiquent les uns sur les autres. Mais au-delà de ça, son monde s'ouvre. Elle fait la rencontre de jeunes de son âge, elle sort avec eux, elle va en boîte de nuit, et petit à petit, elle reprend goût à la vie. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais eu l'intention de devenir leur mère porteuse. Quand Epstein et Maxwell lui font cette proposition, elle comprend au contraire qu'elle doit partir. Parce qu'après 2 ans passés à leur côté, elle sait exactement qui ils sont. Et elle refuse qu'un enfant grandisse entre leurs mains. C'est seulement une fois en Thaïlande, à distance, que Virginia trouve enfin la force de couper le lien. L'appel est difficile. Chaque sonnerie fait battre son cœur. Elle a l'impression qu'elle va mourir, que son cœur va exploser. Dire non à Jeffrey Epstein, pour elle,
c'est un big deal. C'est désobéir à tout un système de peur, d'habitude, d'abus, de conditionnement. À côté d'elle, pour lui donner du courage, il y a un jeune homme, un jeune Australien qu'elle vient de rencontrer. Ils sont tombés amoureux et elle compte bien l'épouser. Enfin, Epstein décroche. Et là, d'un coup, Virginia lui dit « Écoute, je ne reviendrai pas, je vais me marier, c'est terminé. » Après avoir prononcé ces mots, Virginia est hyper stressée, elle regrette presque. Mais contre toute attente, Epstein répond simplement « Ok, have a good life. » Et une bonne vie. Sa réaction est glaçante par sa banalité. Pas de déclaration, pas de rage, pas de supplication. Juste la preuve qu'au fond, elle n'était pas irremplaçable. Et ça fait quand même assez mal. Pendant des mois, Virginia avait été dressée à croire qu'elle occupait une place particulière dans leur monde, qu'elle comptait, qu'elle faisait presque partie de cette famille. En réalité, elle était interchangeable, une fille parmi d'autres, un corps parmi d'autres. Et c'est peut-être ça le plus violent pour elle. Comprendre qu'après tout ce qui lui en prit, Jeffrey Epstein peut juste passer à autre chose presque immédiatement, comme si elle n'avait jamais existé. Après un petit mariage dans un temple thaïlandais, Virginia Roberts devient Virginia Roberts Giuffre. Ensuite, le couple s'installe en Australie où ils auront 3 enfants. Pendant des années, Virginia essaie d'avancer, d'enfouir ce qu'elle a vécu, de construire autre chose. Et puis elle devient maman d'une petite fille. Et quand elle la prend dans ses bras, quelque chose bascule. L'idée que son enfant puisse un jour vivre ce qu'elle a vécu lui devient insupportable. Alors elle décide de parler. I was so young. Keelan woke me up in the morning and said, "You're going to meet a prince today." I didn't know at that point that I was going to be to that prince. Et peu à peu, elle devient l'une des voix les plus connues de l'affaire Epstein. Elle attaque le prince Andrew en justice et l'affaire finit par se régler à l'amiable. Mais malheureusement, il n'y aura jamais vraiment de fin heureuse à cette histoire. Fin avril 2025, Virginia Roberts Giuffre meurt par suicide en Australie. Breaking news coming in, some sad news to share. We're learning this from the New York Post, several other outlets reporting this as well. Virginia Giuffre, the most prominent victim of the late convicted pedophile Jeffrey Epstein, took her own life on Thursday. Avant de mourir, elle insiste pour que son autobiographie paraisse après sa mort. Et c'est aussi grâce à ce livre que cette vidéo existe aujourd'hui. Et même avant ça, sa vie était encore traversée par la violence. Virginia avait révélé subir des violences domestiques. En 2025, elle accuse publiquement son mari de l'avoir agressée. Et surtout, des images de son visage tuméfié circulent sur Internet. La pauvre n'a jamais réussi à sortir complètement du cycle des abus. Parce que l'affaire Epstein ne raconte pas seulement la chute d'un homme, elle raconte aussi un système. Et ce système, malheureusement, ne s'est pas arrêté avec sa mort. À l'échelle mondiale, les estimations les plus citées parlent d'environ 6,3 millions de personnes en situation d'exploitation sexuelle forcée. Et encore, ce chiffre ne couvre que la partie visible d'une réalité qui reste massivement sous-déclarée. Si ce récit fait écho à des choses que vous vivez ou que vous avez vécues, sachez que je mettrai un tas de ressources dans la barre d'infos. Dans ce type d'emprise, le plus difficile est souvent de comprendre qu'on est déjà pris au piège. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est souvent le tout premier pas vers la sortie. Prenez bien soin de vous.